Le producteur accompagné de la co-scénariste du film, Amy Koppelman, Michael Harrow. De presse du film I Smile Back. Je vous rappelle de bien vouloir, s'il vous plaît, couper votre téléphone portable, le mettre sur silencieux, ainsi que de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous donner le micro. Thank you to turn off your mobile phones or put them in silent mode. And if you want to ask a question, please raise your hand so that we can give you a microphone. Y a-t-il une première question dans la salle? Monsieur au deuxième rang ici. Bonjour, une question pour la co-scénariste et aussi scénariste du film, du livre, pardon. Je voulais savoir si l'équilibre du livre, de l'écriture, l'équilibre de l'écriture du livre se retrouvait dans le film, ou alors si le film avait été repensé différemment par rapport au livre. The question goes for you. Do you think that the balance you found when you were writing the book, do you think you were able to find it when you were writing the script of the movie? This the rhythm of the book? Well, in the book you have more time to go inside of her head and understand what's happening emotionally to her. But I think that you do get to see a lot of that on the screen, so it was as close as we could make it. We tried to put as much internal thought into scene so that the audience could feel similar to how if you were reading the book. I think also that Amy worked with Sarah a lot to get Sarah to really understand those scenes that aren't in the screenplay, and so Sarah was able to perform those parts of the screenplay that were missing. Oui, la co-scénariste nous explique, Amy nous explique que dans le livre, c'est vrai que ce qui change évidemment, c'est qu'on a plus de temps, on a beaucoup plus de temps d'espace pour pouvoir explorer ce qui se passe à l'intérieur de la tête du personnage principal. Évidemment, avec le film, c'est un petit peu différent, mais ceci étant dit, il me rappelle quand même que dans le film, elle a réussi, pense-t-elle, à justement faire comprendre aux spectateurs ce qui se passe vraiment dans la tête du personnage interprété par Sarah Silverman. Donc on retrouve quand même toute cette introspection également à l'écran dans le film. Et Michael nous dit que Amy a beaucoup travaillé avec Sarah Silverman, donc la comédienne qui joue le rôle principal du film, afin vraiment, elles ont beaucoup travaillé ensemble sur le scénario afin de vraiment permettre à Sarah Silverman de bien s'imprégner de la personnalité du personnage principal. Madame ici au deuxième rang. Oui, je voulais dire que j'avais beaucoup aimé ce film, magnifiquement joué, interprété par tout le monde, les dialogues remarquables, le médecin, le psychiatre, enfin, etc. Tout le monde. Et la question que je me pose, c'est si elle n'avait pas besoin, en fait, de retrouver un homme ou deux hommes qui lui fassent mal, comme son père, traumatisme lui avait fait mal, à partir du moment où son mari lui dit « je ne te fais pas confiance, je ne te fais plus confiance », d'ailleurs il a raison, et cet homme qui la viole méchamment, elle l'a cherché d'ailleurs, si c'est pas le moment qui lui permet de pouvoir revenir en arrière et préparer des tartines. Enfin, je sais pas, c'est une question que je me pose. First of all, this lady says, congratulations, she liked the movie a lot. She loved the movie a lot, it's wonderful, and especially the performance of the actors and actresses and dialogues, I mean, everything was great. And actually when she was watching the movie, she was thinking about maybe the fact that actually in the movie it looks like she kind of needs a man. She's trying to find a man, or several men, but people who are going to actually hurt her
it looks like she's actually trying to find that, to maybe re-experience what she was feeling at the moment that when her father abused her physically. And there is this moment in the movie when the husband says, I don't trust you anymore, and he's right actually. And maybe it's this moment, the turning point, when she understands that she has to go back and try to fix whatever can be fixed. So these kind of things, this way it says, maybe you can extrapolate that. And the rape scene as well. Well, I never, first of all, thank you. Thank you for understanding Moody. I never really looked at that scene as a rape scene because I agree, I think she was looking to be hurt. I don't think she was looking to be hurt in the way that her father hurt her. I think she felt very ugly on the inside and very non-deserving of the life that she had. And so I think the moment of real change for her is when she bangs her cheek and is bloody. I think she smiles. She finally has a genuine smile because she finally looks on the outside like she feels on the inside. And I think there's real relief for her in that she just looks as ugly as she feels. And when I was writing the book, I was thinking a lot about shame and whether it's real shame or imagined shame, what we allow for ourselves within the confines of that shame. And she felt so ashamed for certain things that she did that she also couldn't let her husband forgive her ultimately. So I think that she thought leaving, when she got her leaving, I think she thought she was doing something kind, like she was making a single act of kindness to leave. So I don't know if that answered the question. Tout d'abord, merci d'avoir compris le film, comme vous l'avez fait. Et elle n'a jamais vraiment envisagé cette séquence dont vous parlez, la séquence du viol, comme une séquence de viol, mais plutôt comme quelque chose qu'elle recherchait finalement. Parce qu'elle avait, à ce moment-là, elle avait besoin d'être blessée. Elle avait besoin de cette violence. Parce qu'elle se sent, entre guillemets, elle se sent moche. Mais pas affreuse physiquement, mais elle sent que ce qu'elle a fait est mal et qu'elle deserve. Qu'elle mérite, merci beaucoup, et qu'elle mérite ce qui lui arrive. Elle sent qu'elle mérite cette douleur, qu'elle mérite cette violence. Et d'ailleurs, la séquence où elle se fait mal et qu'elle saigne, tout à coup, dans ce moment-là, elle sourit parce qu'elle commence à ressembler physiquement à l'horreur, entre guillemets, qu'elle ressent envers sa propre personne à l'intérieur. C'est-à-dire que son aspect extérieur est en parfaite relation à ce moment-là pour elle avec son aspect intérieur. Et donc c'est la raison pour laquelle elle sourit. Mais Amy nous dit que lorsqu'elle a écrit le livre, il y avait un sentiment, un thème qui était très présent à son esprit, c'est celui de la honte. Parce qu'elle a vraiment la sensation, le personnage, qu'elle a fait de très très mauvaises choses, de très mauvais choix, et elle a honte de cela. Elle a honte et donc quelque part elle recherche un peu la punition. Et voilà. Et quand elle part, elle prend ça vraiment comme un geste qui est bon, un geste de bonté. Le fait de partir, c'est pour elle un geste de bonté pour pouvoir, entre guillemets, expier. Et la culpabilité avec son enfant. And also the guilt. Son enfant obsessionnel. Yes. I think anybody who suffers from any kind of form of, mental illness or chemical imbalance, I think that we always worry, like I had very bad depression, we always worry what our kids are going to inherit from us beside our eye color or hair color. And so I think when she sees her son's anxiety, she's sure that she's ruining them. And so she feels terrible about that. And that's why I think she thinks, which is a crazy thought, that leaving them is the better thing to do. But before I started writing the book, which was a very long time ago, like 2002 or 1 or something, I had seen Belle de Jour for the first time. And at the end of Belle de Jour, Catherine Deneuve is wheeling her husband. And it's the first moment she's finally happy. Like, I think she feels that's the life that she deserved in that film.
And so I thought about that the whole time I was writing, that Lainey never felt deserving until she had nothing. Oui, Amy nous dit que finalement, quelque part, le personnage est vraiment malade. Enfin, en tout cas, c'est une maladie qui a de vrais effets qui sont très concrets et qu'elle connaît parce qu'elle nous dit elle-même qu'elle a eu une dépression, et que c'est vrai que lorsque l'on pense à cela, lorsque l'on est dans cet état d'esprit et qu'on a des enfants, on ne peut pas s'empêcher à un moment donné de regarder ses enfants et de se dire mais est-ce que mon enfant, mon garçon, ma fille, va hériter finalement de ces choses, de cet état d'esprit, de cette maladie. Et lorsqu'elle voit dans le film, lorsque le personnage voit dans le film son fils qui est rongé par l'anxiété, qui est très très anxieux, et bien là, à ce moment-là, elle a comme une révélation, elle se dit mais je suis en train de ruiner sa vie déjà, quoi. Et finalement, avec ça, dans ce genre d'état d'esprit, lorsqu'elle les quitte finalement, eh bien, elle se sent bien, paradoxalement, alors qu'elle ne devrait pas, mais elle a l'impression qu'elle fait la meilleure chose possible parce que c'est la meilleure chose qu'elle puisse faire pour ses enfants, pour sa famille. Et Amy nous dit que lorsqu'elle était en train d'écrire ce livre, ce qui date déjà il y a quelques années, parce que c'était aux alentours de 2000-2002, donc il y a quand même pas mal de temps, à ce moment-là, elle a vu le film Belle de jour. Et dans Belle de jour, il y a cette scène à la fin où Catherine Deneuve finit par quitter son mari, et justement, cette scène dans laquelle Catherine Deneuve quitte son mari, bien Catherine Deneuve, le personnage interprété par Catherine Deneuve, est vraiment heureux, et presque pour la première fois. Tout à coup, peut-être pas heureux, mais en tout cas soulagé, qu'un poids a été retiré, vraiment. Parce qu'elle a la sensation que c'est ce qu'elle mérite. C'est pas ce qu'elle veut, mais c'est ce qu'elle mérite par rapport à tout ce qui a pu se passer auparavant. Et voilà. Une autre question, monsieur, ici, premièrement, ensuite. Bonjour, alors moi j'ai deux questions. Tout d'abord, la première, quand on est l'auteur comme ça d'un livre, c'est vrai que souvent les auteurs sont déçus quand il y a une adaptation cinématographique. Alors je pense que travailler sur une telle adaptation, puisque c'était vos écrits, donc c'était plus facile. Est-ce que vous pensez que c'est un avantage justement de pouvoir participer à la co-scénarisation du film? Et j'aimerais savoir aussi, est-ce que vous êtes inspiré de gens que vous connaissiez, ou est-ce que vous avez fait des enquêtes? Parce que même l'accueil au centre des désintoxications est très crédible, comment les personnes la reçoivent. Voilà, donc j'aimerais savoir d'où vient tout ça, pourquoi vous avez voulu écrire cette histoire-là. Actually, two questions for you. First one goes to the fact that you are the author of the book. And very often, when there is a book which is adapted on screen, the author of the original book is, kind of disappointed. But in this case, you also co-adapted the book on screen, so did it make things easier for you? Do you think it was a good experience? Maybe you can extrapolate on that. And second question is about the realism of the movie. It's really, it looks true to life. And how did you work on that? Did you find your inspiration from people you know maybe, or do you make a lot of research? Especially, for example, when people arrive at the rehab center, it's very realistic, so also maybe you can talk about it. Well, I was very lucky to have a partner to write the screenplay with. That made it much easier because she was able to help me look at the scenes and figure out which were the most important scenes or which we could eliminate. And when I look at the movie, I do like the movie and feel proud of the movie because I never write for a happy ending. That's why I don't tell a lot of books. And I just try to make things as realistic as possible or as true to the character as possible. And I think the movie is unrelenting that way, both in scene and in the color tone that Adam chose and the pacing of it. And so I'm happy with the fact that it doesn't have the Hollywood kind of happy ending because somebody who suffers from, let's say, a bipolar disorder like Lainey, there's a lot of ups and downs and an ebb and flow. It doesn't necessarily end so. Sadly, I know a lot of people that have been in rehab, so I know what that looks like.
And I think when I was writing the movie, I wasn't conscious of this as I was writing. I just was writing, but I think I was writing through what if I hadn't gotten the help that I needed and I was really like this, and I have like 2 wonderful children, a husband, and what if I bust this all up? So I think it's realistic because it's like the embodiment of every fear that I have, so. Tout d'abord, c'est vrai que le fait que j'ai pu donc coécrire le scénario avec une autre personne, ça a été une vraie chance pour moi parce que ça m'a permis d'y voir clair dans les séquences. Elle m'a beaucoup aidé, la co-scénariste, à y voir clair dans les séquences que je voulais que nous voulions au final garder dans le film, celles dont nous n'avions finalement pas besoin. Elle m'a vraiment beaucoup aidé pour adapter cette narration littéraire à la base en une narration cinématographique. Ça a vraiment été clairement une vraie aide. Et puis clairement, je peux dire moi-même, le Minitel, j'aime vraiment le film, je le trouve, j'en suis vraiment fier. Je suis vraiment fier du résultat que l'on voit maintenant à l'écran. Et c'est vrai, le Minitel, qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas très forcément attiré par les fins heureuses. Les happy endings que l'on peut voir dans la plupart des films hollywoodiens, c'est pas vraiment ce à quoi j'aspire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'écris principalement des livres. Mais c'est vrai que je voulais vraiment que le film soit réaliste. Et il me semble que le film est très réaliste, que ce soit dans évidemment le traitement du scénario, le jeu des personnages, mais également les teintes, les différentes teintes de couleurs, les ambiances qui sont induites par l'utilisation de certaines couleurs, et puis le rythme du film, je le trouve vraiment très réaliste. Et voilà, il n'y a pas de fin heureuse à la Hollywood, et j'en suis moi-même très heureuse, il n'y a aucun problème pour moi, parce qu'il me semble que quand un personnage dans la vie réelle passe au travers du genre d'expérience qu'expérimente le personnage du film, je ne pense pas qu'il y a des choses heureuses parfois, il y a également beaucoup de drames, et on ne sait pas du tout quelle va être l'issue de tout cela. Et je crois que cette issue incertaine, donc on la retrouve à l'écran, et c'est vraiment ce qui me fait plaisir. Et puis en ce qui concerne la recherche ou l'inspiration, je connais, me dit-elle, beaucoup de gens qui sont en cure de désintoxication, donc c'est encore une fois un milieu que je connais bien par les personnes que je côtoie. Et puis moi-même, j'ai pu aussi me rapprocher à ma propre vie dans le fait que j'ai un mari, j'ai des enfants, et donc j'ai pu imaginer, extrapoler qu'est-ce qui se passerait si ce genre de choses arrivait dans mon foyer. Et de cette manière-là, j'ai pu retirer des éléments qui ont nourri le scénario du film. Une autre question, je crois que... Non, d'accord. Alors monsieur, au dernier rang là. Je voulais savoir si une autre... Oui. Oui. Je voulais savoir si une des autres thématiques du film, ce n'était pas comment nos actions se répercutent un petit peu autour de nous. C'est-à-dire que le départ du père va créer sa fracture, mais elle aussi, par ses actes et ses actions, elle en crée d'autres. Est-ce que c'est pas une des thématiques du film qu'elle a voulu développer? Et à la fin, en fin de compte, est-ce qu'en fermant cette porte, elle ne va pas enfin affronter ce qu'elle a toujours refusé d'affronter jusqu'à maintenant? Actually, the question goes to the fact that this gentleman thinks that this movie treats a lot also with the theme of action and acts, and consequences. The fact that, of course, what her father did to her, drove her to do what she's doing and to be who she is. But at the same time, maybe the actions she is taking in her daily life also will have consequences and will destroy the family and everything. So, was it something that was clear in your head when you were writing the script? And maybe you can talk about this. And also, there is a second part of the question. Est-ce que vous pouvez répéter la deuxième question, pardonnez-moi? En fermant cette porte, est-ce qu'elle n'accepte pas enfin d'affronter la question à laquelle elle a toujours refusé jusqu'à maintenant? Also the fact that when she's, at the end closing the door, isn't she, it looks like she accepts to finally face the question that she was always kind of avoiding in a way. Yeah, I think sometimes we end up embodying the thing that we're most scared of. And so I think she almost is taking like a preemptive strike against her family hurting her. So she hurts them before they can hurt her. And yes, I thought a lot about why does she do the one thing that so, made her change the course of her
body chemistry, the way that she interprets what happened with the father, and she ends up doing the same thing, which is quite a common thing. It's like people who are beaten, they end up hitting their children. I mean, the hope is that the pattern will break and that her children will grow up and not be like her and the father. Oui, Amy nous dit que c'est vrai qu'à la fin, le personnage, finalement, enfin, elle a la sensation que tout le monde, finalement, à un moment donné dans notre vie, on finit par devenir ce que l'on craint de devenir au départ. Elle a l'impression que c'est quelque chose que quelque part on ne peut pas éviter. Et c'est vrai que dans le film, finalement, elle finit par blesser sa famille avant que sa famille ne la blesse elle, ou avant qu'elle ne les blesse trop. Et quelque part, c'est vrai que c'est un thème qu'elle a en tête, ce thème de finalement, quoi que l'on fasse, quoi que l'on décide, on finit par devenir ce que l'on craint de devenir. Et c'est vrai qu'on a le cas régulièrement dans la vie de tous les jours, lorsqu'on a des enfants qui sont battus et qui deviennent eux-mêmes plus tard des parents violents. Voilà, c'est le genre de choses, le genre de thème qu'effectivement elle avait en tête lorsqu'elle a écrit le scénario. Monsieur ici, une question également. Oui, merci. Bonjour. D'abord, j'ai beaucoup apprécié le film et une première question à Amy qui est liée à la question précédente. Est-ce que finalement, cette idée de prédétermination, de fatalité qu'elle vient de nous confirmer, n'est pas aussi un peu déresponsabilisante? C'est-à-dire, est-ce que finalement, ça ne donne pas le sentiment que quoi qu'on fasse, on va être dans la reproduction? Or, c'est vrai que cette reproduction, elle existe, mais Dieu merci, dans la vie réelle, elle est loin d'être systématique. C'est souvent une explication, mais c'est pas systématique comme processus. Donc, j'ai été un peu heurté par cette idée de prédétermination. Et puis, une question pour le producteur, c'est un film très personnel, c'est un film très intime, c'est toujours un peu risqué de produire un film aussi personnel et aussi intime, et pour un producteur, quel est le choix qui fait qu'à un moment donné on dit ok, j'y vais, même si effectivement c'est forcément un peu risqué. Goes to you. And second one goes to you, Michael. First question was about the fact that when you watch the movie, it kind of goes back to what you just said a few minutes before. The fact that when you watch a movie, you feel like, whatever you do, your fate is kind of written, in a way. You kind of follow the road which was, anyway in front of you, and you don't really have a choice. Whatever you do, you will always go back to what you were designed to be or designed to do. And the fact that it kind of feels that when you think that way, when you feel that way, it kind of takes the responsibility away, because it's like, hey, whatever, I was supposed to do that anyway, I was supposed to become somebody like that. And to this gentleman, the gentleman says that of course it exists, but it's not systematic. Sometimes it's not like that, and he was kind of he felt a little bit taken away about this. So maybe you can talk about this. I don't in any way think that you. I actually have the exact opposite message. She had many opportunities to reclaim her life, to take her medication, and to have a different life. She just didn't. But my hope is that if somebody who does things like this would see the movie or read the book, then they would choose a different path, because that's no excuse. Her father leaving is no excuse. She had all the means to get better. She has money, she had help, she had, every opportunity to get better, and she doesn't. And so that's why she's a complicated character, because she's a horrible person. And, and she really hurts her children. The thing that I wanted to make sure was different than the father's relationship with her is that I hope that when people see that, they see that she really loved her children, that she really did try to love them if she was able to have any real human relationship it was with them. But I agree with you, nothing is predetermined. Cancer is predetermined maybe, or if you fate, you, God forbid, get in a car accident, but Lainey had nothing predetermined she couldn't overcome.
Oui, Amy nous dit qu'en fait, elle pense quelque part le contraire de ce que vous avez ressenti. C'est-à-dire que pour elle, au contraire, rien n'est prédéterminé. Il n'y a pas de grand destin tout tracé que l'on suit et donc ça retire la responsabilité. Non, au contraire, ce qui lui arrive, c'est vraiment le résultat de ses propres décisions, qui ne sont pas les bonnes décisions manifestement, et de rien d'autre. Elle ne croit pas en ce thème du destin, etc. Non, elle pense que tout le monde peut se racheter, entre guillemets, à un moment donné, et que ce n'est pas du tout ce que ce personnage fait, malgré le fait qu'elle ait beaucoup de possibilités entre ses mains, entre guillemets, qu'elle ait tout entre ses mains, qu'elle a un mari aimant, qu'elle a des enfants merveilleux, et puis elle a de l'argent, elle n'est pas pauvre, elle n'est pas dans le besoin, tout va bien. Et c'est elle vraiment qui détruit tout l'un après l'autre, et quelque part, le fait que ce qui lui est arrivé avec son père, ce n'est pas une bonne excuse, en tout cas une excuse suffisante pour pouvoir ensuite devenir ce qu'elle devient. Donc non, vraiment pour elle, c'est un personnage qui est très compliqué, c'est vraiment quelqu'un d'horrible, quelque part, c'est vraiment un personnage compliqué. Elle a essayé de faire voir dans le film ces moments où vraiment elle espère que le spectateur ressent qu'elle aime ses enfants, mais la rédemption n'arrive pas, parce que c'est vraiment à cause de ce qu'elle fait, en tout cas de ce qu'elle décide de faire. C'est vraiment un choix conscient et pas une espèce de fatalité, etc. The other question goes to you, Michael. The movie is pretty much is very intimistic. It's a very personal movie, and in this point of view, it was probably a big risk to take to give money to make this kind of movie, because you never know what's going to happen with this kind of very personal movie. So, what was the reason why you decided eventually to finance it? Well, I think the real reason to do it was reading the book and the screenplay, and seeing how real Sarah's character was, and all the other characters as well. And that sort of gave the impetus that this is an important story to tell. And the economics of it really meant that we had to tell it on a very small budget. And we were lucky that Sarah first that Amy saw it in Sarah that she should be the one to play Lainey, and that Sarah saw it as well and saw it as an opportunity for her. And then, once we'd raised the money and we set out to do it, it became much more straightforward, because we knew there was no way to put a happy ending on it, to try to make it more marketable. So we really knew that we had to make the movie the best that it could be and exactly what it was. And I think Adam, for the most part, achieved that, and we did as a group, and we're happy with the result. En fait, pour moi, nous dit Michael, la décision a été prise assez rapidement. C'est tout simplement lorsque j'ai lu le livre et lorsque j'ai lu le scénario, je me suis rendu compte à quel point les personnages étaient très très bien définis et tout était très réaliste et très juste. Et puis surtout, lorsque j'ai compris que cette histoire était une histoire importante qui méritait d'être racontée sur le grand écran. Donc c'est vrai que j'ai décidé très très vite de faire le film. Un film qui a été fait, nous dit-il, avec un budget très très réduit. Et on a eu beaucoup de chance, en tout cas, nous dit-il, de rencontrer Sarah. En tout cas, lorsque Amy a rencontré Sarah et qu'elle a décidé rapidement, qu'elle s'est rendue compte que c'était vraiment elle qui devait jouer ce personnage. Et d'ailleurs, cela a fonctionné dans les deux sens, puisque Sarah Silverman, elle aussi de son côté, a vraiment senti qu'il y avait un vrai potentiel dramatique dans ce rôle et qu'elle avait envie de jouer ce personnage. Et une fois qu'ils ont réuni tout l'argent, finalement tout a été rapide, et surtout il y a des choses qui sont devenues très très claires, notamment le fait qu'il n'y aurait pas de fin heureuse à la Hollywood. Ça c'est pareil, dès le départ ils savaient qu'il fallait que le film se termine de cette manière-là, et à partir de toutes ces contraintes entre guillemets, ils ont décidé tout simplement d'essayer de faire de ce film la meilleure chose possible, que la réalisation soit impeccable, que le jeu des acteurs soit impeccable, et en tout cas selon son point de vue, il nous dit qu'il pense qu'ils ont vraiment réussi à atteindre ce but. Une dernière question, madame. I don't think that the female protagonist is horrible. I think she's an addict, so she seeks instant gratification, and she also has a void. She's apparently 39, I think. She said she 30 years later, so 30, but she lost her dad at 9, so she's at the cusp of her 40s, and she sees her children growing up. She doesn't have a career. She doesn't have anything to do all day, so she just fucks around and
to get drugs. So there's definitely a void. She doesn't have any drive in her life. She doesn't know what she's going to do. And she's got a wonderful husband, but she just doesn't connect with him. So I don't think she's horrible. She's just fucked up, really, and mentally ill. And I was wondering, Amy, is that something that you've come across often? Do you think this is reflective of American society, or with upper middle class women who are just basically empty, void, or desperately trying to keep up with the Joneses, but at the same time always feeling put down by the way they are pictured by society and just being a housewife? Is that something you've come across in American society? Is that something that you wanted to portray here in this film? Yeah, I wanted to. There's a very small segment of, very affluent society that I do think a lot of women have a void, especially if they don't have something they have a passion for, not even if a career, but gardening or something. But for her, the main reason that I put her in that situation was I wanted to take every obstacle away from her getting better. And so that's more why she doesn't have a job. Because ostensibly those things would make it easier for her to get better, but it makes it worse. I do also think idle time for somebody who has depression, it is a disaster. You need to be engaged, or else you're going to constantly be looking back in the past, and that will only make you depressed. And the future only makes you anxious, so if you're doing something, then you don't have as much time to think. But I'm sorry, I wish I had a better answer. La question portait sur le fait que cette personne nous dit que elle ne pense pas que le personnage interprété par Sarah Silverman dans le film est quelqu'un d'horrible, comme Amy nous l'a dit un petit peu plus tôt. C'est plutôt quelqu'un qui a un vide, qui a un vide en elle, qu'elle essaye de combler, mais elle a un vide, elle n'a pas de carrière, elle n'a rien à faire, donc elle passe beaucoup de temps à jouer avec les drogues, ou elle passe beaucoup de temps à coucher avec un petit peu toutes les personnes autour d'elle. Il n'y a rien qui la pousse à aller de l'avant. Elle est un peu à un endroit statique de sa vie, et c'est cet ennui terrible qui l'a conduit à faire tout ce qu'elle fait. Elle a un mari merveilleux, certes, mais il n'y a pas vraiment de lien, de connexion entre les deux. Mais elle ne pense pas que c'est quelqu'un d'horrible, et quelque part elle pense que ce qui lui arrive est aussi le résultat de la manière dont les médias, dans la vie de tous les jours, représentent toutes ces femmes aux États-Unis, ces femmes de la classe moyenne, qui ont l'impression que toutes les descriptions qu'elles voient d'elles dans les séries télé, dans les journaux, dans les livres, n'importe où, eh bien c'est à chaque fois, ce n'est jamais très, très glamour, quoi. C'est ce côté femme qui reste chez elle, qui fait pas grand-chose, etc. Et peut-être que c'est quelque chose que Amy avait en tête également lorsqu'elle a écrit son livre. Et Amy nous dit que clairement, elle a évidemment toujours gardé bien présent à l'esprit le fait que pour elle, les femmes américaines, les femmes de la classe moyenne, ont encore une fois cette espèce de vide en elles qui les rattrape à un moment donné, et principalement lorsqu'elles n'ont pas suffisamment, entre guillemets, de choses à faire. C'est-à-dire qu'elle a la sensation que pour ces personnes qui commencent à se sentir pas trop bien, etc., qui n'ont pas vraiment de but, le fait d'avoir beaucoup de temps libre, lorsqu'on est à la maison, lorsqu'on n'a pas de travail, lorsque ceci, cela, et surtout lorsqu'on n'a pas de hobby, lorsqu'on n'est pas passionné par quelqu'un ou par quelque chose, même des choses triviales, même du jardinage, n'importe quoi, eh bien, on a vraiment beaucoup de temps libre, et quand on a beaucoup de temps libre, on réfléchit beaucoup, et quand on réfléchit beaucoup, en général, on réfléchit trop. Et lorsqu'on réfléchit trop, ce qui se passe, c'est qu'on réfléchit au passé, où en général, tout était merveilleux, etc., mais le passé, c'est fini. Ou alors, on réfléchit beaucoup à l'avenir, qui est par définition une source d'anxiété, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Alors que lorsqu'on travaille donc pour un métier bien défini, ou lorsqu'on a une passion, une occupation, on n'a pas le temps de penser à tout ça, et c'est précisément, à son sens, ce qui arrive au personnage de ce film. C'est-à-dire qu'elle a sans doute un peu trop de temps entre les mains, et qu'elle réfléchit un peu trop à ce qui s'est passé ou à ce qui pourrait advenir, et pas au futur qui est en train de s'écouler en face d'elle sans qu'elle ne puisse rien faire à son sujet. Voilà, cette conférence de presse est terminée.